Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur CinéDev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Coucou, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode, le 11e déjà. Et du coup, j'avais envie en cette période de Noël de te parler de Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je ne sais pas s'ils ont déjà fait les marathons cette année, parce que je n'ai pas de télé. Mais en tout cas, c'est mon truc à moi de regarder tous les Harry Potter à cette période de l'année, parce que j'adore ces films, surtout les bouquins, mais je trouve que les films sont quand même très très bien. Et bref, j'avais envie d'aller fouiller un petit peu dans le premier film, me replonger dans cet univers magique de mon enfance, et aller trouver des messages qui pouvaient nous intéresser aujourd'hui. Alors, avant de t'en parler, t'invite à te rappeler que tout ce que tu entends est le fruit de mon interprétation à la fois du film et du développement personnel. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à garder ton écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et à profiter du voyage. Plus un voyage magique pour Noël, donc c'est plutôt cool. Le premier message que j'ai trouvé pertinent dans ce film est la notion de réalité. Dans le sens où, il me semble en avoir déjà parlé dans un autre épisode, que il n'existe pas, en tout cas en développement personnel, de vérité fondamentale. C'est-à-dire que notre vérité à nous est conditionnée par notre éducation, par nos croyances, par nos blessures, par notre environnement, et que donc tous ces éléments-là sont comme des filtres qui nous font voir la vie, la réalité d'une certaine manière. C'est pourquoi nous avons tous des points de vue différents et des perceptions différentes d'une même réalité. Et je trouve que c'est très bien montré dans Harry Potter, en particulier avec la relation entre Harry et Rogue. Parce que si on analyse ça de manière un peu plus froidement, en oubliant les personnages et l'impact et l'histoire et tout cet univers magique, Harry a senti au début de l'année scolaire que Rogue ne l'aimait pas. Ça, il l'a senti quand même très très fort, il a eu l'intuition que quelque chose clochait. Sans quoi il n'avait pas tort, l'intuition avait raison. Mais il s'est servi de ce ressenti-là pour justifier toutes les accusations qu'il a portées contre lui tout au long du film, en fait. Et si tu fais attention, il a utilisé le filtre Rogue ne m'aime pas, et Rogue du coup est méchant, parce que s'il ne m'aime pas et que moi je suis gentil, c'est que Rogue est méchant, et s'il est méchant, il veut faire le mal. Et s'il veut faire le mal, parce qu'il veut nuire à l'école, il veut nuire à moi, il veut s'allier avec le plus grand magicien noir de tous les temps pour faire du mal. Et donc, il va utiliser cette blessure-là, ce filtre-là, pour mener son enquête et résoudre le problème de la pierre philosophale. Et si tu fais bien attention au film, dans presque tous les éléments qui servent à justifier pour pointer le fait que Rogue est le suspect numéro 1 dans la personne qui va voler la pierre philosophale pour la donner à Voldemort, il y avait toujours le vrai coupable, c'est-à-dire Quirrell. Sauf que Harry était tellement obnubilé par Rogue, par cette réalité-là que Rogue est quelqu'un de méchant, qu'il a occulté un autre suspect. C'est ce qui l'a mené à mener toute l'enquête, à descendre le soir, faire toutes les épreuves pour empêcher qu'on vole la pierre philosophale et qu'il tombe sous le cul de voir Quirrell et pas Rogue, et surtout quand il apprend par Quirrell que Rogue a essayé de le sauver. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, là, il comprend que bon, il le comprend pas parce que c'est un enfant, mais comme nous, on est des adultes, on peut le comprendre, qu'en fait, il s'est laissé aveugler par ses émotions, son filtre vis-à-vis de Rogue, et il n'a pas pu voir les indices que Quirrell laissait tout au long du film pour dénoncer sa culpabilité. Et donc, dans ta vie, toi, c'est intéressant de se rendre compte de ça, de se rendre compte à quel point tes blessures ou tes croyances peuvent te faire voir une situation d'une manière, j'ai pas envie de dire erronée, mais d'une manière qui t'est propre à toi et qui révèle beaucoup plus de tes émotions, de tes sensations, de ton vécu que de la réalité en elle-même. Et c'est important de, peut-être quand tu es dans une situation où ça va te provoquer des émotions assez fortes et qu'on va te demander de juger une situation, par exemple, cette situation qui te provoque des émotions, qui te fait ressentir des choses, essaye
Bon, c'est clairement pas facile, bien sûr, mais essaye de te poser la question, est-ce que mon jugement de cette situation est vraiment clair et net dans ma tête, dans le sens est-ce que si j'avais pas toutes ces émotions, j'aurais la même sensation? Ou alors est-ce que c'est conditionné par peut-être une blessure, une pensée limitante, un blocage, une croyance? Et juste le fait que tu te poses la question, ça te permet d'ouvrir ton champ de perception et peut-être de te confronter à d'autres versions de cette réalité. Et ça, se poser des questions, remettre peut-être en doute sa perception de la réalité, permet, entre autres, d'ouvrir le dialogue et de comprendre, même si ce n'est pas d'accepter, mais de comprendre d'autres versions de la même réalité, et donc comprendre les points de vue de chacun. Et ça, pour dialoguer, communiquer, c'est super en fait, parce que tu t'ouvres à la perspective de l'autre personne, et donc vous pouvez avoir un vrai échange et avancer ensemble. Le deuxième message que j'ai trouvé très beau, j'ai parlé du moment où Harry rencontre le miroir du Reset. Donc le miroir du Reset, à l'envers, c'est le miroir du désir. Et je trouve que c'est tellement beau cette image, que quand il voit le miroir du Reset, quand il regarde son reflet, lui ce qu'il voit, c'est toute sa famille réunie. Et Dumbledore lui explique que le miroir du Reset lui permet de voir devant lui son désir le plus cher exaucé. En l'occurrence, Harry, qui est orphelin, se retrouve entouré d'une famille qui l'aime, qui le soutient, qui le comprenne. Ron, lui, quand il vient devant le miroir, il se voit glorieux, victorieux, préfet, chef de Quidditch avec la coupe des 4 maisons. On l'acclame et il est célèbre. C'est son désir le plus cher parce que Ron manque cruellement de confiance en lui, il se sent biaisé et sous-estimé par rapport à ses frères et toute sa fratrie, et en plus c'est le meilleur ami d'Harry Potter, ce qui peut se révéler au fur et à mesure des bouquins et des films, quelque chose d'assez challengeant pour lui niveau croyances limitantes. Donc en fait là, ils sont confrontés eux deux à leur désir le plus cher. Et ce que dit Dumbledore, c'est de faire attention à ça. Il dit que beaucoup d'hommes sont devenus fous à force de regarder ce miroir parce qu'ils ont oublié de vivre. Et je trouve ce message tellement juste et tellement beau. Et c'est ça en fait, à force de vivre dans ton rêve, c'est-à-dire d'être déconnecté de ta réalité, déconnecté du monde et d'être juste dans ton imaginaire, dans ton désir le plus profond, dans tes rêves, eh bien tu oublies de vivre et en fait tu passes à côté. Tu passes à côté de choses que tu pourras accomplir, de choses que tu pourrais explorer et de rêves que tu pourrais faire devenir réalité. Donc ce film met en garde d'une certaine manière à comment est-ce que tu agis vis-à-vis de tes désirs et de tes rêves. Pour moi, ça, on encourage d'avoir des rêves et des désirs, c'est génial. Il en faut d'être passionné, de vouloir plus, de vouloir accéder à quelque chose, d'être guidé par un objectif, c'est incroyable. Mais fais attention à ne pas te laisser bercer dedans. C'est-à-dire que vivre dans ton rêve, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire de ton rêve une réalité. C'est de faire de ton rêve ta vie, et pas l'inverse. Et du coup, ça induit une mise en action. Parce que si on regarde, si Harry était resté devant son miroir, alors il aurait été heureux, plus ou moins en regardant sa famille, mais de un, il n'y aurait pas eu d'autres bouquins parce que bon, bah, il serait devant son miroir, donc il n'aurait pas pu combattre Voldemort, ou manger, ou boire, donc ça aurait posé des questions déontologiques. Mais surtout, il n'aurait pas pu, finalement, exaucer son rêve le plus cher, parce que finalement, son rêve le plus cher était, oui, de voir sa famille, certes, mais ça, en l'occurrence, bah, malheureusement, ils sont morts. Du coup, on ne peut pas changer le passé. Ça aussi, c'est un message important qui est transmis, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. Et être trop plongé dans ton passé, t'oublies le présent. Et tu gâches ton présent à être obnubilé par ton passé. Alors, prends le temps qu'il faut, mais le moment qui mérite d'être vécu maintenant, c'est le moment présent. C'est tout ce que tu peux faire maintenant pour mettre en place un futur qui te correspond. Le passé, tu ne peux pas le changer. Par contre, le futur, tu peux le changer. Donc si Harry était resté obnubilé dans son passé et dans son désir d'être avec sa famille, eh bien il n'aurait pas accompli tout ce qu'il a accompli. Il n'aurait pas vaincu Voldemort et il n'aurait pas épousé Ginny Weasley, désolé pour le spoiler, et donc être intégré dans une famille
et une grande famille qui l'aime et qui l'accepte. Finalement, Harry, il a accompli son désir le plus cher d'être aimé par une famille. Et c'est ce qui s'est passé. Pareil pour Ron. Ron, il se rêve acclamé, célèbre et tout ça. S'il était resté devant le miroir, s'il était resté dans cette vision de lui sans rien faire, eh bien, il ne serait pas devenu l'un des sorciers les plus célèbres de tous les temps, parce qu'il a aidé à battre Voldemort, et il a eu sa carte en choco-grenouille, c'était quand même une grande glorification pour lui, lui qui collectionnait les cartes. Il est devenu Aurore, bref, il a eu une carrière assez incroyable, Ron, et il a épousé Hermione, qui est devenue comme ministre de la magie. Donc il a plutôt accompli des choses assez exceptionnelles. Sauf que ça, il n'aurait pas pu les accomplir s'il était resté dans cette fiction-là, dans ce désir-là. Alors toi, dans ta vie, je te conseillerais de peut-être déjà faire une liste de tes désirs, de tes rêves, des choses que tu as envie d'accomplir. Et ensuite, passe à la deuxième étape qui est de transformer ton rêve, ton désir, en objectif. Un objectif, ça veut dire qu'il y a une ligne d'arrivée et qu'il faut arriver à cette ligne d'arrivée. Et pour ça, tu as des étapes à franchir. Et le but, c'est de créer un plan d'action, étape par étape, pour arriver à cet objectif. Et sincèrement, avoir un objectif à accomplir, c'est quelque chose qui te pousse en avant et qui te fait tellement grandir. Ça t'ouvre des portes, tu rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser, tu apprends de nouvelles compétences. Tu évolues énormément en accomplissant ton rêve. C'est quand même cool. Du coup, retiens cette phrase-là que j'adore, c'est ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Et fais en sorte que ta vie soit le chemin pour accomplir tes rêves. Comment on fait ça? Eh bien, c'est agir. Bouge. Fais une première étape. Fais une première action. Mets-toi en action. Plus tu es dans l'attente de quelque chose, moins ça va se passer. Tu es la seule personne qui peut accomplir ton rêve à ta place. Personne ne va te le servir sur un plateau. Alors mets-toi en action. Et tu vas voir que plus tu vas te mettre en action, plus tu vas avancer d'étape en étape, plus tu vas glaner des informations, plus tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu vas rencontrer des personnes qui vont te guider, qui vont t'aider à avancer encore plus loin. Et c'est ça finalement le truc cool dans la vie. C'est qu'on continue d'apprendre, c'est qu'on continue d'évoluer et qu'on peut accomplir tellement de choses et la gratitude et la fierté que l'on ressent quand on franchit une étape, sincèrement ça booste. J'espère pour toi que tu vas vivre ça, des moments dans ta vie où tu vas te sentir tellement fier de toi, d'avoir avancé, d'avoir évolué, de t'être prouvé à toi-même que tu étais capable de le faire. Parce que si tu en doutes, je te le dis, oui, tu es capable de le faire. Quoi que ce soit, ce rêve que tu veux mettre en place, si tu mets un plan d'action en place et que tu franchis ces étapes, tu vas y arriver. En outil plus concret, il y a le coaching, forcément. C'est juste l'outil et l'accompagnement qui te permet de transformer tes rêves en objectifs et d'établir un plan d'action adapté à toi, étape par étape, pour que tu atteignes ton objectif. Donc ça, c'est quand même plutôt efficace. Mais il y a aussi quelque chose que tu peux faire tout seul, c'est la visualisation. Alors la visualisation, ce n'est pas rêver. Non. La visualisation, c'est d'imaginer concrètement le moment où tu accomplis ton rêve. Et en fait, tu imagines les sensations, les émotions, l'environnement dans lequel tu es, les personnes avec qui tu parles, ce que tu dis, ce que tu fais. Plus ça va être clair dans ta tête comment est-ce que tu vas vivre ce moment, et plus tu vas répéter ça 2 fois, plus tu vas pouvoir en fait avoir un impact sur ton inconscient. Et le cerveau n'a pas connaissance de temporalité. C'est-à-dire que si tu te répètes, si tu visualises beaucoup le moment où tu franchis la ligne d'arrivée du marathon, par exemple, si tu le visualises énormément, que tu travailles dessus, eh bien ton cerveau va comprendre que tu l'as déjà fait. Tu as déjà franchi un marathon 1 fois, 2 fois, 50 fois. Et donc quand tu vas finalement faire ton vrai marathon, ça va être plus facile pour ton cerveau d'accepter le fait que, bah oui, de toute façon tu vas pouvoir le refaire parce que tu l'as déjà fait. Ça, c'est un super outil. Et ce que j'aime bien, c'est que oui, ça te demande d'imaginer, mais c'est une action en part entière. Tu bouges. Donc tu restes figé globalement dans ton espace, mais dans ta tête, tu mets en place quelque chose.
C'est sincèrement un outil très puissant qui est utilisé par beaucoup de sportifs. Donc ça vaut le coup peut-être d'aller tester tout ça. Un autre message que j'ai trouvé très intéressant parle de la confiance en soi. Gros thème, la confiance en soi. Et là, je vais t'amener à la scène du film où ils sont à la première course de vol. Et en gros, premier exercice, ils doivent tendre la main au-dessus du balai et dire debout avec conviction au balai pour que le balai se retrouve dans la main. Et si tu regardes bien, il y a des personnes pour qui c'est très facile. Malfoy, Harry, et pour des personnes pour qui c'est quand même beaucoup plus compliqué. En l'occurrence, Neville, Ron et Hermione. Qu'est-ce qui différencie ces deux catégories? Donc je vais mettre Harry et Malfoy d'un côté et Ron, Neville et Hermione de l'autre côté. Et bien, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que Malfoy est un sorcier, il joue au Quidditch, il est très pédant, il exulte de la confiance en lui, c'est un peu sa caractéristique principale. Donc quand il dit debout au balai, le balai, il vole, ça y a pas de problème. Harry, il ne vient pas d'une famille de sorciers, mais il a ça dans le sang. Son intuition lui dit que si le Quidditch, il sait que c'est pour lui, et quand il dit debout au balai, le balai vole aussi. Deuxième catégorie, Ron, Neville et Hermione. Bon, Neville, malheureusement, dans les premiers épisodes, on le présente comme un enfant qui trébuche tout le temps, qui fait des erreurs, qui ne sait pas trop où il en est. Il exulte le manque de confiance en lui. Eh bien, le balai, il bouge pas beaucoup. Pareil pour Ron. Alors que Ron est quand même un sorcier et qui joue au Quidditch avec ses frères, il devrait avoir quand même confiance en lui et que le balai lui réponde beaucoup plus rapidement. Sauf que Ron, il est en première année, et il a toutes ses croyances limitantes comme quoi il est moins bien que tout le monde, donc le balai ne bouge pas. Pareil pour Hermione. C'est l'élève la plus brillante, c'est comme ça qu'on la présente pendant tout le film et pendant tous les films d'ailleurs, et pourtant le balai résiste. Pourquoi? Parce que la compétence de vol, ça ne s'apprend pas dans un bouquin. Et comme Hermione a une intelligence très scolaire dans l'apprentissage et la lecture, eh bien elle puise sa confiance en elle dans la lecture et l'apprentissage, tout ce qu'elle peut dévorer, tout ce qu'elle peut apprendre. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique. Et donc elle ne connaît pas, c'est une sortie hors de sa zone de confort. Elle manque de confiance en elle. Et si tu regardes un peu plus loin dans cette scène-là, je trouve qu'on nous montre l'impact qu'a ton taux de confiance en toi sur ton quotidien et sur ta vie. Si tu reprends Harry et Malfoy, le moment où ils vont tous les deux décider de voler pour que Harry récupère un objet appartenant à Neville, bref, tu passes les détails. Clairement, Harry n'est jamais monté sur un balai, Malfoy peut-être une ou deux fois. Et ils s'envolent dans les airs, ils font des pirouettes, et que si tu me rends pas l'objet, je vais te faire tomber de ton balai. Et Malfoy qui lance l'objet, et Harry qui part en toute vitesse et faire un piqué et un salto, récupérer son objet, alors que c'est quand même son premier cours de vol. Ok. C'est un sorcier, certes. Mais concrètement, pour moi, ça c'est la métaphore de ce que, quand tu as confiance en toi, tu es capable de faire. En l'occurrence, Harry a tellement confiance en lui et dans ses capacités de voler, qu'il fait des choses incroyables, qu'il contrôle son balai et est capable de dépasser ses limites pour accomplir des exploits. En l'occurrence, faire un piqué, je sais pas combien de degrés, et rattraper un objet à 2 centimètres d'une vitre. C'est quand même assez incroyable pour un gamin de 11 ans. Eh bien, la confiance en soi, c'est ça. C'est quand tu as un taux élevé de confiance en toi, tu es capable de tellement de choses, tu es capable de te dépasser, tu es capable d'accomplir des exploits, tu es capable d'avancer à des pas de géant, et t'as un peu cette impression de contrôle. Oui, c'est ça, de contrôle. Tu contrôles ta vie, tu es capable d'agir comme tu le souhaites. À l'inverse, on a Neville. Neville qui se fait lui balzinguer par son balai. Le balai contrôle totalement la direction. Il lui fait faire des saltos, le percher en haut d'une tour, l'abandonne au haut de la tour, jusqu'à ce que Neville tombe et se pète le poignet. Pareil, grosse métaphore. Mais concrètement, si tu réfléchis, pour moi, c'est un peu l'impression qu'on a quand on manque de confiance en soi. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu manquais de confiance en toi, et du coup, tu n'as pas pu dire ce que tu voulais dire? Tu n'as pas su réagir de la manière que tu voulais agir, et tu t'en es voulu. Parce que, oh putain, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais dû dire ça, ou j'ai pas su réagir et maintenant je m'en veux.
Et bref, tu gardes un peu tous ces scénarios dans ta tête qui auraient dû se passer si tu avais eu le courage de le faire. Mais comme tu manquais de confiance en toi, tu ne t'en es pas cru capable, et du coup, tu t'es laissé malmener. Tu as subi cette situation, donc tu n'as aucun contrôle, et tu t'en veux. Donc en fait, tu te fais du mal, et tu rentres dans ce cercle un peu vicieux que tu t'en veux d'avoir subi. Donc, tu baisses ta confiance en toi parce que tu dis que t'es incapable d'agir pour toi, de te défendre pour toi. Et du coup, plus ta confiance en toi baisse, plus tu subis les situations. Alors que quand tu es dans l'autre cercle, celui où tu as de la confiance en toi, eh bien, plus tu as confiance en toi, plus tu oses faire des choses et tu agis pour toi, tu te démènes et tu avances, plus tu es fier de toi et plus ta confiance en toi est boostée. Là, on est dans un cercle vertueux. Du coup, c'est intéressant de prendre conscience où est-ce que tu en es sur une échelle de 1 à 10. Où est ta confiance en toi? Où est-ce que tu te situes? Et comment est-ce que tu peux augmenter ta confiance en toi? Parce que oui, avoir confiance en soi a un réel impact dans ta vie. Parce que quand tu as confiance en toi, tu as confiance dans tes capacités de réussir. Tu as confiance dans tes capacités à séduire, à parler en public, à écrire un bouquin, à voyager, à faire toutes ces choses que si tu n'as pas confiance en toi, te semble impossible à faire. Que c'est pour les autres. Que toi, de toute façon, t'es beaucoup trop nul pour le faire. Mais non, tu n'es pas nul, c'est juste que pour l'instant, tu ne crois pas en toi. Et le pire, c'est quand tu n'as pas confiance en toi, il y a partie de toi qui ne croit pas que les autres puissent avoir confiance en toi. Tu penses qu'ils sont gentils. Moi, ça a été mon cas, hein, parce que j'ai manqué cruellement de confiance en moi quand j'étais plus jeune. Je ne comprenais pas que les autres pouvaient avoir confiance en moi, pouvaient me trouver intelligente, ou me voir d'une manière que moi je ne me voyais pas. Je comprenais pas. Pour raconter une histoire, c'est ce qui s'est passé avec la danse. Pourquoi finalement je l'ai compris ça récemment? J'ai arrêté ma passion et la chose qui me faisait vivre pendant 20 ans parce que, au fur et à mesure, j'ai perdu totalement confiance en moi en tant que danseuse. Bon, après, ça a été mon chemin et j'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que ça m'a amené là, aujourd'hui où j'en suis, à t'expliquer tout ça et j'adore ça. Et d'ailleurs, je suis en train de ramener la danse dans ma vie d'une autre manière. Donc, très heureuse. Mais je me suis rendu compte que, à cette époque-là, la seule chose qui me manquait, c'était à croire en moi. Parce que des chorégraphes croyaient en moi, des professeurs croyaient en moi, mais moi je me croyais pas en moi. Je ne croyais plus du tout en ma capacité à danser. Je ne croyais plus à ma capacité à être danseuse, à être sur scène, à interpréter et exprimer une pièce d'un chorégraphe. Et si je ne croyais pas en moi, comment pouvais-je être sur scène? Comment pouvais-je danser? C'est pas possible. Donc tu vois, la confiance, le manque de confiance en moi m'a empêché, je me suis empêchée moi-même de vivre aujourd'hui de la danse. Ou moins d'essayer de vivre aujourd'hui de la danse. Alors attention, je ne regrette pas ce choix, hein. Mais c'est pour te dire que si ça m'est arrivé à moi, ça a pu t'arriver à toi. Et j'aimerais que tu prennes conscience que ce qui s'est passé est passé, ça a été pour une raison et on en tire tous des leçons et des messages pour grandir et apprendre, bien sûr. Mais là, si t'as une situation dans laquelle tu vis où tu manques de confiance en toi et pourtant tu aimerais que cette situation change et que tu oses être toi, eh bien, travaille dessus. Parce que tu es capable. Tu as les capacités en toi d'atteindre ce que tu veux. Alors fonce. Je ne sais pas, fais-toi des listes de tes qualités, par exemple. Demande à ton entourage de te lister tes forces, tes compétences. Fais-toi coacher. Un truc, c'est les affirmations positives. Ça, c'est génial. T'en trouves 5. 5, tu sais, qui, quand tu les dis à voix haute, te semblent complètement absurdes. Par exemple, je suis lumineuse. Je suis magnifique. Je suis ultra compétente. Trucs comme ça, les trucs forts. Et répète-les toi. Je te jure, ça fonctionne. De se répéter, c'est comme la visualisation, tu conditionnes ton cerveau à croire à ces informations. Prends soin de toi. Va te faire masser, masse-toi. Prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, avec le journaling par exemple. Aller dans la nature, s'habiller avec des vêtements qui te plaisent, dans lesquels tu te sens bien, faire des activités dans lesquelles tu t'épanouis. Tout ça, ça te permet de booster ta confiance en toi. Donc en fait, en prenant soin de toi, en t'occupant de toi, tu boostes ta confiance en toi, ce qui te permet d'accomplir des choses incroyables. Donc c'est un cercle vertueux.
en prenant soin de toi, tu peux accomplir plus de choses. Ce n'est pas être égoïste de prendre soin de toi, de s'occuper de toi-même. C'est naturel et c'est humain et c'est très sain de d'abord t'occuper de toi pour te gaver d'énergie, pour te booster et pour que tu puisses accomplir des choses pour après aider les autres. Donc si tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui, je vais te le répéter. Tu as en toi toutes les réponses que tu cherches. Tu as en toi toutes les capacités pour accomplir ton objectif. Et même si pour l'instant tu n'as pas les compétences ou l'imagination nécessaire pour établir ton plan d'action, ok, c'est pas grave, tu vas trouver sur ton chemin, en te mettant en action, des personnes ou des bouquins ou des informations qui vont t'aider à dessiner les étapes d'après. Mais mets-toi en action. Commence à bouger. L'attente, c'est destructeur parce qu'en fait, plus tu es dans l'attente, moins tu agis déjà, merci Célia, mais surtout, plus tu es à même d'être sensible à tes croyances limitantes, qui vont chercher d'une certaine manière à te rester dans ta zone de confort et donc à ne pas bouger. Alors, vas-y, bouge, fais ce premier pas qui te fait peur. Va faire du sport, va bouger, va parler à un coach, va parler à un thérapeute, va parler à cet ami. Fais, bouge, agis et crois en toi. En tout cas, moi je crois en toi. Je t'envoie plein de belles ondes. Je te fais plein de bisous. Je ne serai pas présente avant Noël, du coup je te souhaite un très joyeux Noël en avance. Et profite bien et prends soin de toi. À très vite.